Et voilà, c'est peut-être l'occasion de vous laisser la parole si vous avez des questions, des remarques, peut-être en anticipation avec le spectacle. Thierry, tu as une réaction par rapport à ce que tu as entendu, ça vient résonner par rapport à ton Nietzsche? Oui, alors oui, c'est marrant parce qu'on a enfin, ceux qui ont entendu la conférence, en tout cas, venez voir le spectacle, parce qu'il y a évidemment plein de passages dont on en parle. Mais je fais de la promo, mais en même temps, c'est vrai, parce que le Monte Sacro, moi j'en ai ma propre vision, celle de l'auteur qui a repris les correspondances et puis qui a retranscrit en une chanson. Le Monte Sacro, c'est presque une comédie musicale. Le passage, comme on le traite, nous, c'est-à-dire, c'est vraiment Nietzsche, il se balade dans la forêt. Lui, il a l'air un peu plus insistant, j'avais l'impression qu'il a l'air un peu insistant. Il le rejette un peu à ce moment-là, c'est comme ça que je le... Mais en gros, il lui saute un peu dessus. Et il a dit non, je veux surtout vos lumières. Quoi. Voilà. Et lui, il a plutôt un peu quelque chose de plus proche de soutien-gorge, visiblement. Enfin, c'est comme ça qu'un peu c'est traité. Je n'ai pas l'impression qu'on soit strictement iconoclaste, mais tous ces moments-là sont toujours un petit peu flous. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et tout le monde en même temps. Non mais moi j'ai une petite frustration, je dois vous dire, c'est que justement, j'ai toujours entendu que l'œuvre littéraire de Lou n'était pas majeure et que ses bouquins n'ont pas vraiment marché. Alors j'apprends quand même que le combat pour Dieu a marché, je ne l'ai pas lu, je l'ai pas trouvé. Ça a été le plus grand succès de sa vie. Mais est-ce que quelqu'un a lu ça? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce qu'on les trouve, ces livres? Est-ce que c'est bien? C'est intéressant par rapport à Nietzsche parce qu'elle fictionnalise le roman Combat pour Dieu est intéressant par rapport à Nietzsche. Et Nietzsche, c'est là que Nietzsche a dit, j'ai toujours cru que c'était l'éternel féminin qui l'attirait, mais c'est l'éternel masculin. C'est comme ça qu'il l'a dit. Il n'a pas dit qu'elle était là. Elle a été attirée par l'éternel masculin et elle décrit très bien le problème d'un homme qui perd la foi et c'est très intéressant par rapport à l'existentialisme. Et ses œuvres littéraires sont très intéressantes parce qu'il y a énormément de réflexions. C'est une femme qui a écrit, c'est une femme qui a laissé des témoignages psychanalytiques, littéraires et disons aussi épistolaires. Donc par rapport à... Comment se fait-il qu'on n'y ait pas plus Moi je connais tout, mais... Non mais pour le commun des mortels, on peut plus... Mais soyez pas communs, soyons communs. Le deuxième épisode, parce qu'il y a encore tant à dire, merci de nous faire inciter à lire. C'est Philippe Verdon. Je propose que Philippe Verdon, où est-il d'ailleurs? Alors, je te propose d'organiser une conférence après le spectacle avec madame, pour qu'elle nous parle de l'œuvre de Lou, parce que je dois dire que je suis un petit peu frustrée aussi. À nouveau, on nous parle des femmes à travers les hommes, et zut. Philippe, tu es d'accord? Alors, vous êtes d'accord? Écoutez, je suis désolée, j'ai pas lu non plus, j'ai pas été attirée par lui. Je me suis posé cette question au moment, il y a 30 ans, où j'ai lu cette biographie et je l'ai relue maintenant. Pourquoi j'ai pas été attirée par l'œuvre de Lou déjà à l'époque? Et Nietzsche, oui, c'est-à-dire, ben voilà, Rilke non plus. C'est-à-dire que je trouve, donc, dans l'histoire, dans la biographie, c'est-à-dire ce succès de ses livres, de ce premier livre et de ses articles, parce qu'elle écrit, il y a une bibliographie énorme, je l'ai là, elle écrit énormément d'articles, et c'est-à-dire on marchait très bien, c'est-à-dire c'était quelque chose, à mon avis, qui était inscrit dans une époque, et qui marchait, et qui faisait du succès. Du reste, c'est elle qui était, enfin, le soutien de maison, parce que Andreas, on croyait que professeur, etc., lui, il ne gagnait pas beaucoup, et c'est elle qui gagnait de l'argent, elle a toujours été indépendante financièrement. Pour l'époque, c'était vraiment une auteure connue, appréciée, et acheter les gens, voilà, elle vivait de ça. Et il faut pas... je pense qu'elle a vécu plus de son œuvre littéraire qu'avec de la psychanalyse. Par contre, je trouve que, avec la distance que j'ai lu, donc sa biographie il y a 30 ans et maintenant, c'est-à-dire que je trouve que c'est une chose qui est inscrite dans un moment.
C'est l'impression que ça me donne. Et que aujourd'hui, si on se mettait à la lire, ça n'aurait pas le même effet et le même succès que ça a eu à l'époque. Parce qu'elle était quand même une révolutionnaire. C'est une femme révolutionnaire pour l'époque. Et que de nos jours, voilà, Marie Kondo fait beaucoup plus de succès, qui range ses tiroirs avec ses t-shirts verticales qu'une Lou. C'est comme ça. C'est-à-dire, on est dans un autre monde et je pense que il faut voir, il faut inscrire ce qu'elle a écrit à ce moment particulier. Donc c'était quand même fin du 19e où vraiment on se demandait si les femmes pouvaient chanter dans les chœurs d'église. Elles avaient le droit de chanter dans les chœurs d'église. Donc voilà, c'est quand même énorme. L'impact, je pense, qu'il y a eu l'œuvre de Lou. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ça a perdu de sa force. Alors, ça serait intéressant si Madame fait quelque chose, justement, de... J'aimerais seulement attirer l'attention sur par rapport à tout le monde qui pourrait s'y intéresser, qu'en février, il y aura une grande conférence à Strasbourg de 3 jours pour le 80e anniversaire de la mort de Louis Vincent et monsieur le professeur Michaud, évidemment. Rien du tout, c'est seulement le professeur de la Sorbonne, mais évidemment, il y a un seul genre très compétent qui vont parler. C'est entre le 9 et le 11 février à Strasbourg, mais ce sera en allemand, en grande partie, mais aussi partiellement en français. Oui, ça c'est un problème aussi, c'est que une grande partie de l'œuvre de Luce en allemand n'a pas été traduite. Donc, toute l'œuvre fictionnelle a été traduite par Pascal Hummel il y a 2 ans. l'œuvre complète? Fictionnelle presque complète, oui. Et elle a écrit aussi traduit d'autres textes. Il y a beaucoup de choses qui ont été traduites. Oui. Est-ce que encore ça? Oui, parce que je partage un peu une certaine frustration autour de cette question de son œuvre et de l'ignorance qu'on a de son œuvre. Mon but, c'était justement de faire un pas dans cette direction. J'ai l'impression que c'est un échec total. On n'a parlé que de sa vie, on n'a parlé que de sa vie, on n'a pas parlé de son œuvre. Même le responsable a parlé de son œuvre, il a parlé de sa vie. Tu as un peu raison dans le sens où la question de sa vie et de son œuvre se confondent, puisqu'elle parle beaucoup d'elle dans son œuvre. Il interprète le monde à travers elle. Voilà, à travers elle. Il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans ses romans. Je vais passer la parole à François, mais je voulais juste parler d'une chose, c'est-à-dire d'un texte que j'ai acheté, L'Héros, en français, que je voulais lire, mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais faire tellement de choses pour ce soir que je n'ai pas réussi. Mais j'ai trouvé sur Internet un audiolivre qui s'appelle Réflexion sur les problèmes de l'amour. Donc c'est absolument horrible ce titre, c'est pas de Lou, certainement ce titre ne ferait pas réflexion sur les problèmes, sur la problématique de l'amour, mais qui est autour de l'Héros, de ces quatre textes autour de l'Héros, et qui, lorsque justement on connaît l'œuvre de Freud, on commence à se demander l'impact que ça a pu avoir sur la notion du narcissisme, qui est un texte révolutionnaire chez Freud. Tout change à partir du narcissisme. Vous connaissez le texte narcissisme à double dimension. C'est un texte très important. Je peux dire juste, donc par rapport à ce que dit Madame, et narcissisme à double dimension. Voilà, en fait, Freud partage un enthousiasme assez stupéfiant par rapport au texte que Lou lui envoie pour son 75e anniversaire, cette lettre du 10 juillet 1931, où il dit « Il ne m'est certes pas arrivé souvent d'admirer un travail de psychanalyse au lieu de le critiquer. C'est pourtant ce qu'il faut faire cette fois de vous. C'est ce que j'ai vu de plus beau, une preuve de votre supériorité sur tous, correspondant aux cimes auxquelles vous êtes descendus, desquelles vous êtes descendus pour venir jusqu'à nous. » Et il lui fait toute l'éloge de son texte qu'il décide de publier dans Imago. Freud ne tarit pas d'éloges sur les textes envoyés par Lou à lui.
Comme la minute, le lettre à Freud. Le texte, il est bon. Oui, c'est clair. Et puis que, voilà, c'est d'être à Freud, d'être ouverte à Freud à l'occasion de son 73e anniversaire. Merci. Une question ici. C'était moins une question qu'une envie d'intervenir. Monsieur Seidel, qui parle. Je suis très flattée d'avoir été pour un bout la cause de cette soirée, puisque c'était moi qui vous avais intervenu, C'est qui a posé la question. Pourquoi je vous avoue que je reste un peu sur ma faim, ce qui est peut-être pas plus mal, puisque ça donne à réfléchir et à garder quelques idées, hypothèses pour soi. Moi, j'avais été très séduite et enthousiasmée par cette lettre ouverte à Freud dont vous parlez maintenant. Touchée aussi parce qu'elle parle du religieux, de la foi, qu'elle fait ce lien avec la passion de savoir, avec l'érotisme. Et puis que c'est pour une part une thématique qui m'intéresse, qui me touche. Puis j'avais envie de partager juste un petit extrait de cette lettre où elle parle justement de cette dimension érotique dans le religieux. Elle dit « Il est significatif à cet égard que toute représentation de Dieu, quelle qu'elle soit, se défende d'être conçue dans une totale abstraction qui la ferait glisser hors du domaine de l'érotique, alors que c'est l'érotique seul qui lui fait prendre consistance, qui rétablit le contact avec l'être charnel originel. Ce n'est pas un hasard si ce sont justement les hommes les plus pieux qui, souvent, ont attiré l'attention sur la corrélation profonde existant entre religion et sexualité, malgré la réprobation terrible qui s'attache à l'établissement d'une telle parenté. Bien que l'on pose toujours l'antagonisme entre les deux, il ne suffit pas de dire qu'il entre dans la composition de la jouissance un élément de nature à corrompre la pureté du religieux, ni que la jouissance relève d'une conception primitive. C'est bien là, au contraire, que se noue l'union intime, profonde de la prière et du sexe, dans une relation d'interdépendance constante. Et puis, c'est vrai que je partage votre avis sur cet ouvrage du combat pour Dieu, de la création de Dieu. Enfin, c'est un autre titre qui est donné à cet ouvrage. Création de Dieu. Elle parle d'ailleurs du religieux comme un fait de création, que la vraie foi peut s'incarner dans une démarche de création. J'ai pas du tout croché avec ce livre non plus, mais par contre, cette lettre ouverte à Freud, je trouve qu'elle dit beaucoup de la. Merci. D'autres questions, remarques ou interventions? Rebondissement? Oui, ici. Je crois que c'est François. Hein, François. Toi qui as mentionné Spielheim. Et on parle justement de femmes. Quand vous parlez des hommes, c'est quand même impressionnant de voir comment on a ces deux femmes très importantes au niveau de la psychanalyse dans la première moitié du XXe siècle. Comment elles ont évolué, ce qu'elles ont été. Et puis, ce serait intéressant de comparer les deux femmes. Je pense qu'elles ne sont pas rencontrées. Et puis, je pense que Salomé, elle a échappé à Jung, probablement. C'est peut-être lui qui a échappé à elle. Hein. Une remarque, François? Oui, c'est juste cette remarque, parce que ces deux femmes, déjà il faut voir comment Freud fait l'éloge de la lettre à Freud pour ses 75 ans. C'est quand même, lui, il n'est pas du tout personnage
agréable dans sa correspondance avec chacun, enfin, avec Jung, avec Abraham. Il est extrêmement critique. Et là, il est vraiment comme touché à travers Louis André Salomé dans cette lettre qui est tout bon, comme vous l'avez résumé, enfin, le lien entre la jouissance et Dieu quoi, qui est mis en jeu. Sabina Spielrein, c'est aussi une auteure extrêmement importante, en particulier sur la pulsion de mort, qui a joué un rôle majeur. Elle était aussi l'analyse de Piaget. Bon, je ne sais pas s'il faut en conclure beaucoup de choses, mais enfin, elle a joué un rôle aussi important dans le travail avec les enfants, et que, bon, on peut reconnaître sans vouloir... Enfin, que c'est bizarre qu'on en connaisse plus la liaison avec Jung et des dangerous methods en jeu, n'est-ce pas? Alors que cette femme extrêmement courageuse qui a fini de manière dramatique dans l'antisémitisme par une destruction avec des enfants qu'elle a essayé de sauver, enfin, on en laisse cette sorte de caricature, enfin ça laisse quand même un peu perplexe par rapport à ces œuvres. Enfin, c'est juste pour dire qu'il est important de se pencher sur ces œuvres de femmes. Effectivement, quand une relecture plus contemporaine de ces femmes qui ont contribué non seulement sur le plan biographique, mais sur le plan de la réflexion, comme vous l'indiquiez, en termes de stimuler aussi, d'interpeller depuis une position féminine, peut-être. Je disais, bon, effectivement, ça nous tombe un peu des mains, mais peut-être qu'il y aura besoin d'une relecture. Lacan a fait relire Freud autrement aussi, donc je ne sais pas, dit comme ça. De quoi ouvrir un petit colloque pour la suite. Je pense qu'il faut quand même un effort de faire l'aller-retour il faut l'inscrire dans une ambiance, c'est-à-dire il faut l'inscrire dans les paramètres de l'époque, il faut l'inscrire dans les valeurs de l'époque, parce que bien sûr aujourd'hui inviter 2 garçons pour faire colocation, pour faire des études, ça n'a rien de scandaleux. Et on voit que même la police, quand Elisabeth a envoyé la police, ils étaient quand même molestés, hein, parce que c'était interdit, donc ils faisaient quelque chose de complètement illégal. Donc il faudrait peut-être faire une lecture et puis mettre en parallèle, c'est-à-dire un aller-retour entre ce qui se faisait, ce qui était les valeurs, et ce qu'elle a proposé et a osé surtout. Et dans ses écrits, je pense que quand même le succès que ça a eu dans les articles, etc., c'est quand même, il y avait une réponse aux femmes de l'époque qu'elle donnait. Il y avait, c'est-à-dire une réponse et un confort. Tandis que, voilà, il faudrait faire une lecture comme ça, une lecture qui est une analyse, finalement, une analyse de l'eau. Mais finalement, Leslie, tu nous invitais peut-être à réfléchir structurellement, hein, sur sa vie et sur ces trios, ces duos qui ne peuvent pas se faire, ce retour au jeu, et sur une prise de position en jeu finalement, qui est assez presque avant-gardiste par rapport à le féminin. Donc, je ne sais pas, toi tu as l'air de dire oui, c'est passé, il faudrait effectivement resituer dans l'ambiance, mais il y a une manière peut-être de refaire vivre, pas seulement de le faire Gänglichkeit, mais dans l'actualité peut-être. Autre citation de Freud dans cette correspondance étonnante, il dit « Je n'ai pas saisi du premier coup tout ce que vous traitez ». C'est étonnant. Il dit que bon, elle lui révèle des choses qu'il n'a pas réussi à saisir. Et qu'il dit que si on réussissait à rendre appréhensible à tous ce que vous êtes en train de présenter, je cite, on se trouverait peut-être enfin en possession de points de vue définitifs. Donc il lui attribue beaucoup de choses dans ses écrits, hein, et en particulier dans cette fameuse lettre
mettra Freud pour ses 75 ans. Juste comme ça, non mais je rebondis sur vos propos parce qu'il y a un moment où il dit Freud, je le paraphrase un peu parce que j'ai pas la phrase exacte, mais il dit même quand je dois décrire les pires horreurs, analité, masturbation, masochisme, dans vos yeux c'est toujours Noël. Qui dit ça? Oui, Freud. Il dit ça à l'eau. Dans une note. Je suis navré pour ceux qui ont été frustrés par rapport à ce que j'aurais dû en effet faire, c'est-à-dire voir l'œuvre de lui. Mais là, probablement écrit en allemand, elle a écrit en allemand, et certains biographes disent, mais ce n'est pas moi qui dis parce que je ne suis pas du tout germanophone, que son allemand est lourd et assez pénible à décliner, n'est-ce pas? Bon. Alors, ça n'enlève rien à la valeur de cette femme. C'est-à-dire, où est-ce que, moi j'ai essayé de trouver, non pas dans l'œuvre proprement parler, c'est-à-dire l'écrit, mais plutôt dans ce qu'elle a agi qui lui a permis d'écrire, c'est-à-dire de ce qui était en amont. Alors, il m'a semblé que ce qui était en amont, c'était les impasses, mais justifiées, qui sont complètement contemporaines, à savoir, qu'est-ce qu'on fait de cette affaire d'être ensemble? Alors, il m'a paru que la lecture qu'on pouvait faire de cette question, de ce questionnement, qui à vous peut vous paraître peut-être abstrait, complètement déconnecté, mais si on regarde par des voies isomorphiques, on s'aperçoit que on a exactement la même problématique en mathématiques. C'est-à-dire que le 1 a donné lieu à une série de complications au niveau des mathématiques, d'être le 1, et ce que François disait, c'est-à-dire la question de l'éphémère versus l'éternité, c'est aussi cette question qui en mathématiques a considérablement agité les Grecs, à savoir est-ce que le 1 allait nous mener vers l'infini dans la mesure où on ajoute 1 plus 1 plus 1 plus 1, ou comme dans le paradoxe de Zénon, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de division avec une régression, etc., qui nous ramène aussi à l'absurdité. Donc, ensuite arrive Cantor, n'est-ce pas? Vous direz, mais quel est le rapport avec nous, Andrea Salomé? Il y a énormément de rapports. C'est-à-dire Cantor nous dit que la question, c'est d'être ensemble. C'est-à-dire de mettre les ensembles dans un rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'un ensemble, dit-il, a des unités qui a des implications dans un autre ensemble. C'est exactement le problème que pose Andrea Salomé. C'est-à-dire comment je peux me connecter avec d'autres êtres parlants si on lit, si on écoute ce texte auquel tu faisais allusion, réflexion sur les questions de l'amour, c'est exactement ce dont elle parle. Et elle finit par dire, en effet, que pour que ça puisse jouer, il faut une différence absolue. Il faut qu'il y ait une différence absolue. Et là, elle rejoint des thèmes psychanalytiques tout à fait contemporains. Lacan dirait exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le rapport à l'analysant, ce qui va compter dans le processus analytique, c'est la différence absolue. Et elle va dire, s'agissant de l'amour par exemple, que vous aurez remarqué que pendant les 3 premiers mois, ça va très très bien parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, c'est assez de l'ordre de la différence et ça peut jouer. Et dès qu'ils commencent à se connaître, c'est-à-dire à s'approcher du même, à ce moment-là, ça commence à mal jouer. Lacan est un peu plus pessimiste, on dit que ça ne va pas jouer de toute façon. Alors, Lacan dira en effet que ça ne jouera pas parce qu'il n'y a pas de rapport, mais dans sa vie, dans son œuvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se tourner vers Dieu, qui est l'un absolu. Personne ne peut le contester, que c'est l'un absolu. C'est-à-dire c'est l'un dans l'infinité, dans l'alpha et l'oméga, etc., comme disent les textes. Et elle va se tourner vers ce 1 en se disant « je » suis en rapport avec le 1. Elle va fusionner avec ce 1. Et ce qu'elle va, au fond, dans ce que tu nous as raconté, déjouer, c'est toutes les tentatives d'être accouplé, c'est-à-dire d'être en couple. D'être au fond couple, ça veut dire d'être deux, parce que couple vient, en effet, de cette réalité animale que c'est à deux que ça se passe, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le 2 qui a donné le couple,
mais c'est le fait du coup qui a donné que c'est une réalité duelle. Bon, ce qui nous échappe parfois. Alors, je termine en disant ceci, que si elle a été si bien articulée autour du 1, même si ça vous fait bailler, eh bien, bah oui, les mathématiques, ça fait souvent bailler. Eh bien, c'est que, laisse-moi terminer, eh bien, cet ordre, eh bien, elle l'a réalisé dans une forme, est-ce que j'ai compris, d'anticipation. Voilà. Oui, tu nous dis qu'en fait c'est une question de style, que l'allemand de Lou était lourd. Oui, enfin, voilà, les gens qui ont analysé son écriture. Et François, il dit que c'est vraiment, elle a fait des choses très importantes. Et le problème du style, c'est ça, c'est-à-dire que l'émetteur, celui qui parle, il faut qu'il ait un style qui puisse passer. Des fois, il y a des idées merveilleuses qu'on ne fait pas attention parce que justement le style ne colle pas. C'est comme les mathématiques. C'est horrible les mathématiques. Mais dans la bouche du style de Leslie Pons, on commence à aimer les mathématiques. Donc, parce que tu nous parles de mathématiques d'une manière différente. C'est-à-dire le style, vraiment, comme disait Lacan, est l'homme même. C'est-à-dire que le style est des fois plus important que le contenu. Absolument. D'accord. On a peu parlé de Lacan. Est-ce que Lacan s'intéressait à Lou Salomé? C'est assez rare qu'on s'y réfère finalement. Écoutez, à ma connaissance, ben oui. Lacan n'a pas fait référence à Lou Andréas Salomé. C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Pourquoi? Et pourquoi? Eh bien, parce que Lacan, comme il le fait très souvent, il est en conversation, la plupart du temps, avec des maîtres. Il s'intéresse à Aristote, il s'intéresse au fond aux pythagoriciens, il s'intéresse aux sceptiques, il s'intéresse, etc. Donc, il va discuter avec ces gens. Moi, je crois, sincèrement, mais je ne pense pas qu'il a fait allusion à l'université, mais je crois sincèrement que s'il s'était préoccupé, comme nous l'avons fait un peu, de manière approximative et vraiment pas très achevée, de Lou Andréas Salomé, elle aurait en effet perçu qu'elle avait anticipé un certain nombre de choses. Pas seulement sur le narcissisme, comme Freud va nous faire l'éloge, mais je pense que Freud en était un peu amoureux. Il y a beaucoup d'emphase par rapport à vous êtes la personne qui descendait de l'Olympe. Voilà. Je descendais peut-être de l'Olympe, mais enfin, bon, j'ai rien contre le fait que Freud soit un peu amoureux. Ça le rend un peu différent de ce qu'on le perçoit d'habitude. Mais, je veux dire, je pense que Lacan aurait eu cette vision que Lou Andréas Salomé était quelqu'un qui avait anticipé sur un certain nombre de choses, qu'elle n'a peut-être pas su théoriser. Elle n'a peut-être pas su théoriser, mais je pense qu'il aurait reconnu ses avancées. C'est ce que je crois. Mais il ne l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. C'est une supposition. Ce qui nous laisse du travail. François, vous voulez une dernière fois? Écoutez, je vous remercie. On va se donner rendez-vous le 23 à Morges et le 26 ici au Reflet. Peut-être pour un après à discuter avec Philippe, deuxième partie, avec d'autres contributions, une fois qu'on aura vu le spectacle. En tout cas, je vous remercie de vos contributions, de vos réactions, de votre intérêt. En tout cas, nous, ça nous a fait plonger un tout petit peu dans cet univers du début du XXe siècle, de la naissance de la psychanalyse. Et c'est toujours avec plaisir qu'on se replonge là-dedans, qu'on vous accueille ici au Café Littéraire pour plein d'événements différents. Et voilà, bonne fin de soirée.